Éric, je le disais, vous signez donc dans votre magazine Frontières ce hors-série sur, je cite, l'invasion migratoire, un article notamment sur les tribunaux administratifs et vous titrez « Accélérateur de l'invasion migratoire ». Les recours liés au droit au séjour saturent désormais les tribunaux administratifs, représentant plus de 40% de leur activité. Pour les magistrats, la situation frôle l'asphyxie, mais certains en tirent parti. Avocats et associations No Border, pas de frontières, s'y emploient, y voyant à la fois une opportunité lucrative et un levier pour propager leur agenda politique. Bon, on y est là ? Déjà, la submersion des tribunaux administratifs, elle existe. 44% de contentieux des étrangers, c'est énorme. Nous, on a fait un travail vraiment d'analyse de données, c'est-à-dire qu'on a pris 5166 décisions de justice entre octobre et novembre. Et qu'est-ce qu'on voit devant ? On voit par exemple qu'il y a eu 39 cas de gens qui ont eu des faits de viol, c'est-à-dire presque un par jour, qui vont contester devant le tribunal administratif, par exemple l'application possible d'une OQTF ou encore l'interdiction d'avoir un titre de séjour. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'aujourd'hui en France, lorsque vous allez au contentieux des étrangers, vous avez 34% de chances de gagner. Il y a certains tribunaux administratifs comme ceux de Paris ou comme Châlons-en-Champagne où vous avez même 55% de chances de gagner. Donc c'est énorme. Et pourquoi ? Parce que d'un côté, effectivement, il y a un problème de droit et d'idéologie. On a relevé un cas, par exemple, très emblématique. Je vais vous expliquer. En 2009, il y a eu une prise d'otage qui a été faite par des pirates somaliens. À l'époque, tout le monde en avait parlé avec une famille de jeunes enfants qui avaient été pris en otage. Donc les services français, justement, étaient intervenus. Ces Somaliens, après justement la mort du père de famille, avaient été condamnés en 2013 en France. Ils ont fait une peine de prison. Eh bien, un de ces Somaliens, il est encore en France aujourd'hui. Il a eu 5 OQTF qui ont toutes été annulées. Et en octobre dernier, à nouveau, il a pu la faire annuler devant le tribunal administratif. Imaginez. Il y a des gens également on a relevé un étranger qui a été condamné pour viol en 2016, qui a fait 5 ans de prison et qui, au titre du motif familial, l'article 8 de la CEDH, qui représente 50% des annulations aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont dire simplement, d'ailleurs ils peuvent se marier en cours de route, ils peuvent divorcer et se marier à quelqu'un d'autre et on peut ne pas pouvoir prouver que c'est un vrai mariage aujourd'hui. C'est ça cette problématique. Eh bien cet homme-là, il est encore en France. Et pour terminer sur le cas justement qui se rapproche un peu de ce qui se passe ici, on est tombé sur un Marocain qui avait été interpellé en 2020 pour des faits de viol, mis en garde à vue, il y avait un faisceau d'indices, mais il n'a pas été condamné. Donc le tribunal administratif a dit quoi ? Il a annulé la décision du préfet qui avait fait appliquer une OQTF en disant « Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu condamnation, ce n'est pas un motif raisonnable. » Imaginez un petit peu. Quand on sait à quel point c'est difficile de prouver un viol et de se dire qu'au final, le tribunal administratif donne toujours plus de chances à l'étranger qui va être illégal. Et on se retrouve, pour terminer Gauthier, avec des avocats aussi qui les défendent, qui sont problématiques. Vous savez que la préfecture du Nord est défendue par une avocate, donc c'est-à-dire l'avocat qui va faire en sorte de faire appliquer l'OQTF face aux avocats pro-migrants, qui était 14e de liste chez Raphaël Glucksmann aux élections européennes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des avocats dans les faits pro-migrants qui défendent nos préfectures pour faire appliquer les OQTF. Donc, on comprend bien à quel point il y a un taux d'échec. Vous bossez bien chez Frontières, hein, c'est bel ouvrage. Regardez ça, c'est très intéressant. Taux de victoire des clandestins par tribunaux. Donc, tribunal administratif, Châlons-en-Champagne, 55%. Bastia, 50%. Et donc, Paris, ça nous concerne pour ce fameux Doualem qui donc ne sera pas expulsé pour le moment. Tribunal administratif de Paris, 47,73%. Donc, là, il y a 2 débats. Celui ouvert par Johan, Rachel Kahn, c'est-à-dire que c'est la loi, et il faut changer la loi et que le législateur se saisisse. Vous dites non, Eric ? Non, parce qu'en fait, parlé encore. Oui, mais en fait, Gauthier, on se retrouve engorgé. Face à l'augmentation des contentieux, on n'a pas augmenté les troupes. Donc, je vous le dis, on se retrouve avec des avocats pro-migrants financés depuis le mois d'avril par l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un business. On a analysé les 50 plus gros cabinets d'avocats. Il y en a, ils font près de 3 recours par jour. Et face à cela, les préfectures... Donc, il y a les idéologues, il y a le manque de moyens, donc la responsabilité de l'État, en fait, qui ne donne aucunement les moyens à l'État de faire appliquer ses OQTF. Oui, mais cher Gauthier, c'est une stratégie qui est très bien ficelée par les associations. Pourquoi ? Parce que l'objectif de la mairie d'Hidalgo, ce cas-ci, il arrive tout le temps.
c'est de finir par avoir les propos du maire du 16e, qui est quelqu'un de très bien, qui dit il faut trouver une solution viable. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ces associations vont prendre souvent les migrants, ils vont les faire manifester devant l'hôtel de ville en disant, ils vont les faire dormir devant, ou ils vont les mettre dans ce type de gymnase en disant il y a une submersion, on a besoin justement d'un endroit, d'un hôtel, on va avoir une solution viable. Et face justement à l'opposition, même de droite, qui va dire à un moment quand même, on ne peut pas les accueillir dans notre gymnase, là l'État vient et dit on va l'emmener dans telle campagne et la solution viable, ça va être un hébergement de 6 à 12 mois. Et c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui, parce que les migrants, les irréguliers, ils ont besoin aujourd'hui d'une adresse viable pour justement ne pas être expulsés. Donc c'est de la comédie qui est manipulée notamment par une association qui s'appelle Utopia 56. Moi je connais bien, j'avais une journaliste qui avait passé dedans en infiltration pendant plusieurs semaines. Il doit y avoir des fonds de la mairie de Paris pour Utopia 56. Il y a différentes subventions effectivement. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils en viennent même aller voir des migrants qui pourtant sont logés le soir, leur dire si vous venez pas manifester avec vos pancartes devant l'hôtel de ville, on ne vous loge pas. C'est de la manipulation derrière. Et tout le monde le sait au niveau local. Parce qu'ils veulent nous imposer justement cette immigration. C'est le paradoxe. Ils disent d'un côté, il n'y a pas de submersion migratoire. Et de l'autre, ils vous expliquent, il y a des milliers de gens dans la rue, il faut absolument les loger, c'est des migrants. Ouais, c'est le paradoxe. Eric, pour rebondir sur ce que disait Rachel, qui est toujours très juste, le problème de cet homme, pour le coup, c'est j'ai l'impression qu'il a beaucoup trop lu Jean Valjean et Les Misérables, qui se dit qu'aujourd'hui en France, vous volez une pomme et vous finissez au bagne. Il ne comprend pas qu'en France aujourd'hui, si quelqu'un pénètre dans votre appartement pour vous voler une montre, peut-être qu'en même temps, il peut vous violer, parce qu'il y a des cas comme ça. On est rentré dans l'ultra-violence. Et oui, moi aussi, j'ai connu des moments où je n'étais pas obligé de fermer ma porte. Par exemple, c'est la Hongrie. La Hongrie, on sait qu'on peut venir avec son vélo, le déposer sans être obligé de le sécuriser. Pourquoi ? Parce qu'en Hongrie, il n'y a pas de problème d'ultra-délinquance et il y a une gestion de l'immigration aussi. Rappelez-vous un petit peu toutes ces pubs de marques très connues sur la sécurité où on voit justement un voleur. C'est amusant, vraiment, j'invite les téléspectateurs à aller la voir. On voit quelqu'un qui ressemble à une forme d'agriculteur avec une grosse moustache de 55 ans, sous une cagoule à 3 trous. Et il y a cette marque qui dit « Attention, on peut venir chez vous, pénétrer dans l'appartement », comme si c'était ça la réalité de la délinquance. Ils sont un monde fou, c'est comme quand ils vont faire les pubs dans le métro parisien, où ils vont dire « Attention à ceux qui vont vous harceler ». Le profil, c'est quand même pas celui qui est affiché. Et c'est quand même ça, c'est qu'en fait, ils sont obligés de modérer et de tempérer l'idée de la surdélinquance, parce que sinon, ils sont obligés de faire un lien entre justement insécurité et immigration. Mais Éric Tegner, est-ce que Marine Tondelier, elle a engendré 1 euro d'argent privé ? Est-ce qu'elle a déjà embauché quelqu'un ? Est-ce qu'elle a déjà signé un CDI, fait vivre une famille, créé de la richesse en France ? La fait rayonner ? Certainement pas. Oui, cette dame est nulle, elle est incompétente, elle n'a effectivement rien fait, rien produit de significatif, et elle attaque quelqu'un qui est responsable de dizaines, voire de centaines de milliers d'emplois dans le pays. C'est immense. Ça montre à quel point si ces gens gagnaient, ce serait une catastrophe. Moi, je ne peux que saluer Bernard Arnault qui a 2 constats lucides. C'est-à-dire, déjà, il a une formidable liberté pour en parler. Je trouve que ça fait du bien. C'est déjà un premier impact de l'élection de Donald Trump. On en parlait beaucoup. C'est-à-dire que là, il est en train de dire... il a assumé d'être devant les caméras et d'être à l'investiture de Trump. Il prenait sa photo. Mais il y en a d'autres qui étaient en coulisses et qui aussi ont vu la concurrence. Et qui ont vu aussi Donald Trump. Et donc, Bernard Arnault, il dit quoi ? Il dit il faut une sorte d'Elon Musk, justement en France, qui va se fâcher à l'administration. Et ça, c'est extraordinaire, et il a parfaitement raison sur ce point. Éric Tegner, s'il vous plaît, aidez-moi là, parce que... Et en attendant, on a un écrivain qui est bloqué là-bas. Oui, Bohème Salle. Non, mais moi, c'était intéressant d'écouter le débat entre 2 personnalités politiques. Pour moi, ça montre pourquoi tout part à volo quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez que les migrants qui sont en Afrique, s'ils nous regardaient, ils se diraient non, je ne vais pas venir. Non, parce qu'on est en train de dire, finalement, si tu traverses une frontière, c'est pas un problème. C'est-à-dire que la notion de propriété, de défense d'une frontière, c'est pas un souci. On est en train d'expliquer que, bon, les Algériens, ils peuvent nous menacer, ça peut être difficile, donc faut se coucher. Et en plus, on l'explique, on en fait un argument. On est en train de dire, oui, mais c'est plus compliqué que ça, alors qu'on est au gouvernement depuis près de 8 ans. C'est ça le problème aussi, c'est qu'en fait, ce que ça incarne le centre aussi, et idéologiquement, malgré tout, avec tout le respect que j'ai pour vous, et ce que vous incarnez quand même d'une certaine façon, c'est une forme de mollesse. Donc c'est pas étonnant que de l'autre côté, justement, ils en profitent en permanence. Les Algériens, vous disiez tout à l'heure, oui, mais qu'est-ce qui arrive de l'Algérie ? Ce n'est pas de l'argent. Mais ce qui arrive de l'Algérie, ce sont des dizaines de milliers de migrants. Donc bien sûr qu'il faut arrêter ça. Mais si dans le même temps on vous dit, est-ce qu'il faut une immigration zéro en provenance de l'Algérie ? Vous répondrez non, parce que vous direz quoi ? Ah oui, mais on a besoin d'eux dans le bâtiment, etc. Et on va envoyer encore des symboles de régularisation. Des médecins aussi. C'est la faiblesse que vous incarnez. Non, en fait... Mais que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je dis,
C'est ce que les autres pays ressentent. Et c'est pour ça qu'on est devenu... André, la droite est désunie. Mais parce que la droite, c'est toujours la plus bête du monde. Le maire sortant, justement, se retire pas. Et alors que ça va se jouer à 200 ou 300 voix près, eh bien, c'est sur cette division, justement, qu'encore une fois, alors que la gauche s'unit, même avec les islamistes et les antisémites, qui peuvent gagner. Donc ça va être dramatique. Et dans le même temps, je l'expliquais, que Boyard gagne ou perde, on aura ce Mohamed Ben Yaclef qui sera à nouveau... Ben Affleck, c'est toujours un acteur. C'est un acteur. Qui sera l'ami de Matt Damon. Qui sera dimanche prochain, de toute façon, avec les chartes tricolores. Parce qu'il y a un électorat derrière. Moi, j'ai un élément aussi nouveau à apporter, c'est que, vous savez, dimanche dernier, c'était le premier tour des élections, et j'avais un journaliste sur place qui s'est fait agresser, et on l'a frappé, par un monsieur qui était barbu et qui a nié les viols du Hamas le 7 octobre. Et cet après-midi, on a pu confirmer, je vous le dis, que ce monsieur, il était fiché S pour radicalisation en 2021. C'était justement un professeur. Il est professeur à la retraite, ça en dit long quand même, ça pose un problème. C'est le type de militant qui soutient aujourd'hui le Louis Boyard, quand même. C'est pas rien, ce sont des ultra-radicaux aujourd'hui. Des fichiers S pour radicalisation islamiste, il n'y en a pas des dizaines de milliers. Ouais. S'ils se retrouvent là pour des soirées électorales autour de Louis Boyard, c'est que oui, il est devenu leur dirigeant, leur leader, en tout cas sur cette zone de ville. J'ai vu la vidéo cet après-midi, j'ai dû la revoir tellement je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles. C'est terrible. Bon, André Valigny, vous auriez voté Louis Boyard ? Évidemment non. Donc vous auriez voté pour la droite ? Non, j'aurais pas voté du tout. J'aurais voté blanc. Non, je vais pas. Enfin, il faut pas exagérer quand même, Gauthier. J'ai pas. Attendez. J'ai jamais voté à droite. André, entre Louis Boyard et une candidate LR, vous pouvez pas voter LR ?